Fidèles testatrices, fidèles testateurs de l'RTNC au Katanga, c'est un plaisir de savoir que vous êtes branchés sur notre chaîne de télévision, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine économique Concret. Concret, ce magazine qui vous donne l'occasion de découvrir, d'apprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan économique. Eh bien, nous sommes là. Ce numéro, c'est une manière de vous dire également pour vous qui êtes congolais, pour vous qui avez choisi la République démocratique du Congo comme votre deuxième pays, nous vous disons indépendance tcha-tcha. 64 ans d'indépendance, c'est pas peu, mais il y a des questions qu'il faut se poser. 64 ans, qu'est-ce que nous avons fait de ce beau pays que Dieu nous a donné, ce beau pays que nos ancêtres nous ont laissé? C'est des questions. Nous ne sommes pas là pour parler de cela, mais seulement une manière de vous dire indépendance tcha-tcha. Mais tout de suite, nous allons vous dire que nous recevons pour vous un habitué de ce magazine, un invité qui n'est plus à présenter, mais qui a toujours créé un temps pour être reçu dans le cadre de ce magazine économique concret. Il s'agit de M. Arsène Katumba. M. Arsène Katumba qui est au fait un analyste économique, qui est au fait un spécialiste, un expert en épargne, qui est au fait aussi un spécialiste, mais aussi un expert en ce qui concerne le domaine minier. C'est avec lui que nous allons parler de grandes questions, surtout en ce qui concerne les 0,3%. C'est le 0,3%, on en parle, mais on va aussi aborder avec lui la question sur l'épargne. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore épargner? Monsieur Arsène Katumba, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre magazine. Merci aussi. Et c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois et nous vous disons merci de répondre chaque fois à notre invitation. Merci. En tout cas, on est très ouvert par rapport à ça. C'est la science. On cherche à apprendre, à connaître, à découvrir pour notre bien-être et le développement. Ok. Ça c'est une bonne manière de nous dire notre bien-être, le développement. Monsieur Arsène Katumba, comme je venais de le dire, indépendance tcha-tcha. Oui. 30 juin 1960, 30 juin 2024, oui. Ça fait exactement 64 ans que notre pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Notre cher beau pays, oui. La République démocratique du Congo. Un mot, qu'est-ce que ça vous fait 64 ans après? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette célébration, la fête nationale? Bon, la fête nationale qui est une célébration, c'est aussi une fierté pour nous en tant que Congolais, fils de ce grand pays. Cela détermine aussi notre sens de liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de penser. Et c'est aussi une occasion pour nous de commencer à repenser notre pays, notre construction. Qu'est-ce que nous devons faire pour déclencher le développement, pour déclencher toutes ces communautés qui nous entourent, les gens qui sont tout autour de nous, le pays. D'une manière générale, qu'on doit faire voir comment repenser pour notre développement. Repenser pour notre développement, est-ce que vous ne pensez pas que, c'est pas ça le sujet, mais est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en retard 64 ans après? Est-ce que vous ne pensez pas que la République démocratique du Congo est en retard sur le plan de développement, sur le plan économique? Bon, on n'est pas forcément en retard. Lorsque nous regardons, nous nous comparons par rapport à d'autres nations, nous sommes en retard. Et tout comme nous essayons aussi de voir, nous, la RDC, la comparer avec d'autres nations encore, on pense qu'on est un tout petit peu en avance. Mais ce qu'on doit faire, c'est de voir quels sont les domaines dans lesquels nous avons encore des difficultés pour décoller. C'est là qu'on doit se mettre ensemble en tant que fils, et repenser, voir qui doit faire quoi, qui doit intervenir dans tel domaine pour que nous puissions décoller par les mains. D'une manière générale, nous pouvons dire que nous sommes légèrement en retard par rapport à d'autres nations, qui ont encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire, parce qu'avec le programme du gouvernement, le plan du gouvernement, on a besoin de toutes les hommes de science pour qu'ils puissent aussi se mettre d'accord ensemble pour réfléchir, voir comment on peut aider ce pays, et revoir, compter ce pays, les enfants qui vont venir dans 30 ou 20 ans, quel type de gestion qu'on va leur laisser pour le développement de ce pays.
Quel type de gestion? Nous sommes en train de commencer maintenant avec le vif de notre sujet. Je rappelle que la République démocratique du Congo a opté via la Banque centrale qu'il fallait à tout prix dédollariser l'économie, il fallait à tout prix donner de la place, sinon de la valeur à notre monnaie, qui est au fait le franc congolais, cette monnaie qui était autrefois une monnaie forte, autrefois une monnaie assez stable. Aujourd'hui, le gouvernement s'est rendu compte, quand je parle du gouvernement, je vois précisément d'abord la Banque centrale qui a cette obligation de gérer la monnaie. La Banque centrale a estimé qu'il était temps qu'on dédollarise. Déjà, il y a des tractations avec certaines entreprises, notamment les sociétés d'aviation, pour que l'on achète déjà, en ce qui concerne les billets d'avion, en francs congolais. Est-ce que vous pensez que c'est une belle stratégie que la Banque centrale a proposée en ce qui concerne la dédollarisation de l'économie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? D'abord ça, avant qu'on entre dans le dossier épargne. Bon, dire que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, mais je sais que tout ce que je sais, c'est que c'est une aussi stratégie parmi tant d'autres pour qu'on puisse valoriser le franc congolais. Il est vrai qu'on peut dédollariser cette monnaie, le franc congolais, qu'on puisse voir toutes les transactions qui se passent en francs, que ce soit tout ce que nous payons dans les magasins, dans les banques, beaucoup de transactions se passent en francs, mais c'est ce qui se passe aussi dans d'autres nations. Mais il y a aussi une monnaie de référence, même dans d'autres pays. Comme si chez nous, les dollars, on pensait que les dollars commençaient à prendre de l'importance par rapport à notre propre monnaie. C'est aussi une bonne stratégie pour qu'on essaye de valoriser cette monnaie. Il y en a tant d'autres, parce que tout ce que nous savons, c'est la production normalement qui doit aussi encadrer notre monnaie. Il y a d'autres mesures d'accompagnement que la Banque centrale pourra aussi prendre. Il y en a beaucoup. Surveiller aussi les mouvements des masses monétaires que nous avons. Lorsque je vous donne un exemple, beaucoup de gens aujourd'hui vont à Kasumbalesa. Ils vont acheter, c'est du cash. Ils se déplacent avec des dollars, avec du cash. Quand ils traversent de l'autre côté, ils achètent des fruits. Tout ce qu'ils achètent à manger, ce sont des mesures d'encadrement que la Banque centrale devait aussi surveiller et contrôler. Combien d'argent ou du cash en dollars vont partir vers la RDC, vers peut-être la Zambie, et comment est-ce que nous pouvons faire pour récupérer cet argent, pour créer de l'équilibre au niveau de l'économie nationale. Parce que quand ça sort, ça crée un déséquilibre, ça crée la rareté des devises, et entre-temps, il y a des spéculations, il y a des cambistes, et tous ces cambistes aussi, ils doivent aussi voir comment les contrôler, les gérer, les identifier, qui prend quoi, qui fait quoi, qui est dans tel coin, et ça soit quelque chose qui est un métier aussi professionnel. Ils peuvent les regrouper dans des associations, ils créent aussi des maisons d'échange, et ces maisons d'échange aussi sont en connexion directe avec la Banque centrale. Mais la banque essaie de surveiller, de contrôler, et on sait combien de masses monétaires nous avons, nous, à la RDC, combien qu'il nous faut pour équilibrer, combien qui est sorti vers l'extérieur. Et ça va quand même nous aider aussi à aider. Mais je pense que c'est quand même une bonne décision pour que nous puissions valoriser davantage notre monnaie. Donc selon vous, la dédollarisation de l'économie congolaise, valoriser le franc congolais est une des stratégies. Oui. Donc vous pensez que la Banque centrale doit multiplier les stratégies, d'autres stratégies supplémentaires. Oui. En fait, c'était une manière d'entrer déjà pour vous dire l'épargne. Oui. Encore une fois, nous allons poser cette question de routine. C'est quoi l'épargne? L'épargne, je crois qu'on a toujours parlé chaque fois. Nous savons qu'il y a plusieurs définitions. Mais nous avons toujours expliqué pour que tout le monde, même les gens qui ont des difficultés de lire et qui n'ont pas fait de grandes études, peuvent aussi arriver à comprendre ce qu'on appelle l'épargne. Épargne signifie pour nous, comme on parle pour tout le monde, c'est un choix qu'on apporte. De ne pas tout consommer aujourd'hui et pour faire face à d'autres dépenses futures. Tout ce que vous avez, de l'argent ou votre salaire ou n'importe quelle rémunération, vous apportez un choix de ne pas tout consommer. Nous parlons du choix, c'est parce que cela dépend aussi d'une personne à une autre. Donc chaque personne a ses choix, mais nous faisons juste des sensibilisations pour faire comprendre. Donc, vous pouvez épargner,
mais choisissez ce que vous devez faire. Vous pouvez peut-être apporter un choix par rapport au montant que vous devez épargner, et même la période que vous devez aussi épargner, et même les objectifs que vous avez par rapport à l'épargne, qui vont peut-être aussi stimuler votre choix et votre comportement. Donc c'est le fait de ne pas tout consommer pour faire face à des sorties d'argent plus tard. Le fait de ne pas tout consommer pour faire face à des sorties d'argent plus tard, c'est ça l'épargne. La meilleure définition est la simple pour permettre à tout le monde de comprendre c'est quoi l'épargne. Mais M. Katumba, il se pose actuellement disons une problématique. La problématique, c'est que actuellement en RDC, il y a le franc congolais qui est la dépréciation, on vit la dépréciation du franc congolais. On vit cette monnaie qui était autrefois monnaie forte, qui est devenue une monnaie faible. Quand je parle d'une monnaie faible, c'est face au dollar, justement, parce que le dollar, c'est une monnaie étrangère de référence en RDC. Aujourd'hui, nous sommes à 100 $, 285 000 francs congolais, oui, dans l'espace Grand Katanga. À Kinshasa, je ne sais pas, on est à combien. Alors, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant pour quelqu'un qui sent aujourd'hui, qui a un salaire de 800 000 francs congolais pour certains fonctionnaires, autrefois 800 000 francs congolais c'était l'équivalent pratiquement de 350 $ ou 400 $, mais aujourd'hui 800 000 francs congolais, je pense c'est environ 230 $, ou 230 ou 240 si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que vous pensez que la situation que l'on vit actuellement, quelqu'un peut épargner? Oui, je pense qu'il y a... Il est vrai que la monnaie, le franc congolais, est en train de perdre ses déprécies du jour au jour, perdre aussi sa valeur. Et par conséquent, il y a aussi perte du pouvoir d'achat que nous avons. Lorsque vous allez sur le marché, il y a des choses que vous devez acheter, par exemple, vous achetez qui équivalait à 10 $. Aujourd'hui, quand vous essayez de faire la conversion de francs congolais, vous pouvez arriver même à 15 ou 16 $. Il est vrai que les gens sont en train de perdre le pouvoir d'achat, mais épargner, c'est l'une des meilleures stratégies qu'on peut avoir, comme on avait dit la fois passée, parce que lorsqu'on épargne, c'est pour que nous puissions avoir une classe moyenne. C'est l'une des meilleures stratégies qu'on peut avoir pour que nous puissions avoir une classe moyenne, pour que nous puissions réaliser tous nos projets, tout ce que nous pouvons réaliser, nos objectifs que nous sommes fixés dans l'avenir. Qu'on ne peut pas dire d'emblée non parce que nous perdons le pouvoir d'achat, c'est fini, on ne fera rien, mais ce que nous pouvons conseiller aux gens, c'est de se comporter, apporter un choix aussi rationnel par rapport à tout ce que nous consommons chaque jour. Faire une hiérarchisation des besoins. Qu'est-ce que moi je prenais et avec cette situation, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse continuer dans l'élan d'épargner? Parce qu'on ne peut pas, parce que ce sont des choses qui arrivent, même quand vous voyez l'Italie, quand on en parlait, parce que la fois passée on parlait des origines des épargnes, avec Lorenzo de Tontine, c'est que nous parlons des Tontines aujourd'hui, des Kinkolimba, et ainsi de suite. Et ça a commencé avec l'Italie, parce que quand vous voyez, vous lisez l'histoire de l'Italie aussi, l'Italie avait traversé beaucoup des difficultés dans la gestion du pays, et surtout sa monnaie perdait beaucoup plus de valeur. Alors il y a d'autres penseurs, d'autres chercheurs ont dit, non, malgré cela, nous pouvons aussi orienter les gens à faire des choses autrement. C'est là où avait commencé l'histoire des tontines, et aujourd'hui nous avons les likelemba. Malgré qu'il y a la dépréciation de la monnaie, on doit toujours hiérarchiser nos besoins pour dire qu'est-ce que nous pouvons maintenant consommer et à la place de l'autre, ou même dans la consommation qu'on voit aussi un autre bien de substitution. Lorsque la farine coûte cher, quel est le bien de substitution que nous pouvons voir? La farine de maïs. Lorsque la farine de maïs coûte cher, il y a un autre bien le riz que nous pouvons consommer. Mais dans l'espace Grand Katanga, ça sera un problème, parce que plusieurs ne consomment que la farine de maïs. Bon, c'est aussi peut-être un autre grand débat. Si on doit toujours réfléchir par rapport au maïs,
Et je pense qu'on ne va pas peut-être se développer. Nous devons aussi revoir, même ce qu'on parle dans l'agriculture, on doit penser, peut-être prévenir, voir ce que nous pouvons faire. De toutes ces années, on a toujours connu ce problème de la farine de maïs. Mais qu'est-ce que nous devons encore faire pour éviter cette année, ça va également se faire sentir. Effectivement, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter toutes ces choses? Parce qu'il y a des maniocs aussi que nous pouvons cultiver et manger, qui peuvent être aussi comme un bien de substitution. Et les gens mangent, les gens consomment des histoires. Aujourd'hui, on peut manger des maniocs avec du légume et du poisson. Je suppose qu'on a mangé, qu'on a fait quelque chose, mais vous avez un objectif à atteindre avec vos épargnes si vous ne voulez pas avoir des difficultés demain ou après-demain, et ça vous sera vraiment difficile. Quelle que soit la dépréciation, il faut toujours penser à épargner. Puisque vous êtes spécialiste en épargne, vous êtes maître. Quand je dis maître, vous avez des élèves qui vous ont suivi, qui suivent, qui ont adhéré à cette stratégie pour faire face à certaines réalités dans leur ménage, dans leur travail, tout ça. Vous êtes vous-même spécialiste, vous êtes maître. Est-ce que vous épargnez? Oui. Est-ce que vous épargnez? Justement. Ou vous êtes plus enseignant, donneur de leçons? On ne peut pas plus être enseignant, donner des leçons, parce que si on ne sait pas vivre ça soi-même. Et la meilleure façon d'enseigner les autres, c'est d'être un modèle pour les autres, un exemple. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons, moi-même je fais un effort pour épargner, et à travers les banques, parce qu'on ne consomme pas tout ce qu'on reçoit comme rémunération, tout ce qu'on a comme entrée, on ne peut pas tout consommer. Vous pouvez soit épargner pour un projet que vous allez réaliser, et lorsque vous réalisez ce projet, et ça va toujours devenir votre source d'entrée, et vous continuez toujours à épargner. Et on le fait pour soi-même et on le fait aussi pour sa génération future, parce que vous avez des enfants, vous avez des familles, vous avez des gens à qui vous pouvez peut-être aussi... Aujourd'hui, si nous avons des gens qui mangent les fruits du travail de leurs parents, c'est parce que leurs parents ont épargné. Donc on épargne aussi pour léguer de la richesse à votre génération future. Léguer de la richesse à votre génération future, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Arsène Katumba qui le dit. Nous sommes en train de voir comment il faut épargner face à cette situation de la dépréciation du franc congolais. M. Katumba insiste, il faut épargner, mais il faudrait seulement choisir quelle période, mais aussi il faut voir quelles sont les dépenses à effectuer, réduire également certains besoins, parce qu'il faut continuer à épargner. Monsieur Katumba, je le dis au début de l'émission, nous avons besoin d'en savoir un peu plus. L'espace Grand Katanga, tout le monde sait que c'est un coin où on parle des minéraux. C'est tout le monde, quand on parle de l'espace Grand Katanga, il y a mining, entreprise minière, ma mine. Donc c'est ça le terme dans l'espace Grand Katanga. Mais il y a toujours une question qui se pose en ce qui concerne les 0,3% des entreprises minières et les 0,3% qui sont, selon le code minier, ce sont les 0,3% qu'on doit remettre, une entreprise minière doit remettre à une communauté pour que cette communauté, disons, évolue ou sinon se développe. Oui. Vous êtes aussi spécialiste, disais-je, en développement. Vous êtes dans le développement communautaire, parce que quand on parle de l'épargne, mais en dehors de l'épargne, vous êtes aussi dans le développement communautaire. Vous êtes dans le secteur minier. Parlons-en. 0,3%. C'est exactement quoi les 0,3%? Merci madame, je crois que c'est une très très bonne question. Et cette notion de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires fait aussi apporte beaucoup de confusion. Normalement, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'État, ce que nous pouvons dire, l'État a suffisamment de moyens pour déclencher le développement. Parce que l'État, aujourd'hui, avec le code minier de 2018, a au moins 3 leviers de développement. Okay. Ce sont les sources de financement, les sources d'entrée, que nous pouvons appeler aussi les 3 leviers de développement. Nous avons la redevance minière, que ces entreprises minières donnent à l'ETD approprié.
nous avons le cahier des charges qui est un ensemble des engagements que l'entreprise minière essaie de prendre vis-à-vis des communautés qui sont impactées par cette opération. Et nous avons enfin aussi la dotation de 0,3%. Redevance minière. Oui. Deuxième, cahier de charge. Et puis troisième, la dotation de 0,3%. Mais apparemment, les gens ne connaissent que la redevance minière. Oui. La redevance minière parce que, du moins, ceux qui ont l'habitude de comprendre un peu le fonctionnement des entreprises minières, aussi des ETD, on connaît plus la redevance minière qui déjà dans l'espace Grand Katanga fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que quand on essaie de faire les calculs de ceux-là qui reçoivent, les ETD qui reçoivent les 0,3%, la redevance minière, on se rend compte que le développement ne suit pas. Ou sinon, c'est qu'on leur remet avec la réalité sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Oui. Alors, si déjà pour la redevance minière, il y a des soucis, que dire des 0,3%? Et nous avons besoin que vous, en tant que spécialiste de développement, que vous nous expliquiez un peu comment ça se passe. Est-ce que dans la gestion, disons la gestion des 0,3%, qui intervient? Qui sont les acteurs principaux pour avoir ce 0,3%? L'État, oui, mais est-ce que ce n'est pas un financement qui est géré par un comité collégial, si je peux le dire ainsi? Est-ce qu'il y a un œil de l'État, un œil de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un œil des consultants, des experts? Comment ça se passe? Bon, cette histoire d'abord, ça a commencé avec je crois qu'il y a avec le code, parce que le code 2002 n'avait pas prévu cet aspect de la dotation et même du cahier des charges. Et lorsqu'on devait revisiter ce code minier, c'est alors qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas seulement parler de la redevance minière. Il y a autre chose que ces entreprises devaient donner aux communautés concernées pour déclencher le développement. C'est alors qu'on a parlé du cahier des 0,3% et du cahier des charges. Et vous vous rappelez, lorsqu'on devait réviser ce code minier, il y avait beaucoup de tractations. Il y a des entreprises minières qui ne voulaient pas. Pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un code que lorsque ça a été révisité, c'était comme si c'était, disons, à l'avantage plus du gouvernement congolais, de l'État congolais. Oui, mais ça a quand même aidé, c'est un bon code parce que le code de ce règlement, ça a quand même aidé aux entreprises, aux communautés plutôt, d'avoir leurs propres sources de financement et voir aussi, c'est vrai, il y a des opérations minières d'un côté qui nous impactent, nous avons des problèmes, il y a la pauvreté même du sol et sous-sol, du sol que nous cultivons, c'est qui crée un problème. Mais qu'est-ce que l'entreprise peut aussi donner comme un bien de substitution par rapport à ce que nous avons impacté? Nous allons rester avec quoi en tant que communauté? Et je crois que les législateurs avaient bien réfléchi par rapport à ça et qu'on essaie de faire. Alors, avec ces trois leviers, d'abord, lorsque nous parlons de la redevance, nous savons que ce sont des taxes que nous donnons. Et dont la clé de répartition qui est donnée même dans le code minier règlement était de 50% de tout ce qu'il y a comme taxe va directement au pouvoir central. Et le 25% va au niveau du gouvernorat de la province, le 15% vers l'ETD directement, et le 10% reste pour la génération future, ce qu'on appelle le fonds pour notre génération future. Parce que lorsque nous sommes venus aujourd'hui, nous consommons, nous trouvons ces minéraux, c'est parce que nos ancêtres n'ont pas tout consommé. Pas du tout. Alors, parce que nous le faisons actuellement, on doit aussi penser à notre génération future. C'est le 10% dans le 100% de la redevance minière que les entreprises versent, qu'on garde ça quelque part pour notre génération future. Alors, le cahier des charges, c'était venu aussi pour que l'entreprise qui travaille dans un coin puisse avoir aussi des engagements vis-à-vis de sa communauté, mais c'est toujours encadré par le gouvernement et par l'État. Il y a des experts qui passent pour surveiller, pour contrôler, parce qu'avec le cahier des charges, l'État a aussi mis des mécanismes de contrôle pour se rassurer est-ce que ce cahier des charges, qui a une durée de 5 ans, est exécuté comme on devait le faire. On respecte le chronogramme des projets que les communautés ont demandé, peut-être n'ont pas demandé, se sont mis d'accord avec l'entreprise minière. Et qu'on essaie de voir si c'est réellement l'entreprise le fait. Et il y a même des sanctions pour ça.
s'il y a une entreprise minière qui ne sait pas exécuter ses engagements dans le cadre du cahier des charges, il y a des sanctions, peut-être qu'il y a des observations qu'on va donner, peut-être même arriver à retirer votre permis d'exploitation. Permis d'exploitation. Est-ce que ça s'est déjà fait? Bon, pas encore, mais je crois que c'est une première expérience avec le cahier des charges qu'on a commencé. Au début, c'était des tractations, on ne comprenait pas ce qu'on devait faire. Comme si ça a une durée de 5 ans, beaucoup d'entreprises minières, que ce soit ici et même dans le Lualaba, ont essayé aussi de mettre en place ces projets dans le cadre des cahiers des charges. Et on étudie et on évolue tout progressivement. Et pour le contrôler, l'État a mis aussi un comité local de suivi. Un comité local de suivi pour contrôler le cahier des charges. Okay. Il est composé de l'administration du territoire ou bien si on est dans des milieux plus ou moins pas qui n'est pas urbanisé, et il y a aussi des représentants de l'entreprise qui se trouvent à l'intérieur du CLS. Alors maintenant, nous avons parlé de la redevance, du cahier des charges, et entrons beaucoup plus en détail dans la dotation. 0,3%, la dotation. Parce que en fait, le 0,3%, déjà, ça commence aussi à poser des problèmes. On constate qu'il y en a qui sont roulés dans la dotation des 0,3%. Ça, c'est très, très intéressant. Bon. D'emblée, comme ça, moi, je ne pense pas que ça commence à poser des problèmes. Ah ben voilà. Dès lors qu'il y a le mécanisme aussi de contrôle, il y a aussi une loi que l'État a aussi donnée pour sécuriser la gestion de cet argent. Alors, dans le code de 2018, on a aussi demandé aux entreprises minières de verser annuellement un montant qui représente les 0,3% du chiffre. Et d'ailleurs, la loi parle du minimum. C'est le minimum. Le minimum, ça signifie l'entreprise va aller au-delà. 3%, parce que lors des discussions, il y a même des gens de la société civile qui voulaient que ce soit 1%. Oh. Et les entreprises ont dit 1%, ça va poser un problème parce que c'est dans le 1% qu'on va puiser dans le chiffre d'affaires annuel. Et lorsqu'on donne, alors on s'est mis d'accord que ce soit les 0,3%. On a donné le minimum. Maintenant, depuis 2018, il n'y avait pas une loi qui pouvait orienter, encadrer. Ça a passé 2018, 2019, 2020, 2021. C'est l'année en 2021 qu'on est revenu, qu'on a cherché, parce que la loi passe seulement... En 2021 ou en 2022? En 2021, okay. Qu'on est d'abord revenu avec ça, parce qu'il y a eu les deux ministères de tutelle, le ministère des Mines et des Affaires sociales, qui se sont mis d'accord pour maintenant d'abord donner le manuel de procédure sur la gestion de la dotation de 0,3%. Et dans le manuel, il est dit, on doit d'abord commencer par nommer les gens qui vont gérer cette dotation. C'est comme un comité de gestion, nous parlons dans une entreprise, et ces gens-là vont venir d'où ils viennent de l'entreprise, des représentants de l'entreprise, des communautés locales et aussi de l'État. Donc avec ces trois entités, on a cherché des gens, il y a des gens qu'on a d'abord peut-être recommandés, il y a des gens qu'on a donné leur nom, et chaque structure devait donner des représentants pour faire partie de ces 12 membres du comité de gestion. Et le manuel les appelle 12 membres. 12 membres, qu'on appelle ça organisme spécialisé de la dotation. Et ce sont ces 12-là, nommés par les deux ministères de tutelle avec un décret loi. Lesquels? Avec les deux ministères de tutelle. C'est-à-dire le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales. Et le ministère des Affaires sociales. Oui. Et ça se passe chaque année où la dotation, disons le comité de 12 personnes qui doivent gérer cette dotation de 0,3%, ils sont nommés chaque année. Il y a un système de rotation en ce qui concerne la nomination où bon, on les nomme, ils sont là jusqu'à... Normalement, selon le manuel de procédure, on les a nommés pour 2 ans. On les nomme pour 2 ans. On les nomme pour 2 ans et on va voir s'il faut peut-être renouveler, si leur structure va toujours les recommander ou va recommander plutôt une autre personne. Okay. Et même au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Donc on le nomme normalement pour 2 ans, c'est-à-dire que l'organisme spécialisé qui gère l'argent de la dotation est pour 2 ans d'abord.
Et ce n'est qu'après 2 ans qu'on va essayer aussi de changer ou de permettre ou de les nommer. Alors, il y a, comme on l'a dit, comme pour la redevance, disons pour le cas des charges, la dotation minière aussi, et la dotation des 0,3%, c'est aussi une première expérience. C'est une première expérience. Et on a commencé. Et je vis à des entreprises qui ont quand même bien géré cette situation, parce qu'il y a des gens, les représentants de la société sont quand même informés, ils lisent les lois, ils orientent, ils ont quand même une expérience avec leur gestion des cas des charges, comment ils le font avec les communautés. Lorsque vous avez ces 12 dans le manuel, les 12 vont commencer à siéger, à réfléchir, voir comment consulter les communautés, quels sont les projets que nous pouvons aussi, des développements que nous pouvons implémenter dans votre communauté. Ce sont des projets qui n'ont pas peut-être, qui ne sont pas dans le cahier des charges, ou des projets peut-être au niveau de l'ETD concerné n'a pas aussi implémenté dans votre communauté, mais on donne autre chose qui peut aussi compléter et suppléer ces mêmes développements de ces mêmes communautés. Et ils peuvent le faire, ils vont un projet. Lorsqu'ils vont gérer, ils ne vont pas eux-mêmes gérer les membres des 12. Les 12 vont chercher à recruter les membres de l'UEP, c'est-à-dire l'unité d'exécution des projets. L'unité d'exécution de projet. Oui. Okay. Et c'est l'UEP, selon le manuel de procédure, ils sont au nombre de 6. On cherche un chef de projet qui doit gérer cet argent. Il y a un comptable, un secrétaire permanent, et aussi un auditeur. Et ce sont ces 5 personnes-là qui sont au niveau de l'UEP. 5 ou 6 personnes? 5 ou 6, ça dépend, qui sont au niveau de l'UEP, qui doivent aussi gérer cet argent sous le contrôle de l'OS, de l'organisme spécialisé de 12 personnes. Et l'organisme spécialisé aussi est contrôlé par l'unité, le comité de suivi qui est au niveau national de Kinshasa. Donc c'est quand même bien structuré. Bien structuré. Ce sont des techniciens qui viennent des mines et des affaires sociales, qui créent un comité de suivi et de contrôle, qui ce comité de suivi contrôle l'OS, l'OS aussi contrôle l'UEP. Donc ce sont des choses qui, vraiment que l'État a déjà bien donné, bien structuré, qu'on peut, c'est pour ça que j'ai dit au début, ce sont ces leviers, si on le gère bien, avec ces mécanismes de suivi, de contrôle, et qu'on a vraiment ces soucis de développer les communautés, je pense que c'est vraiment, on peut déclencher le développement avec ce que nous avons. Donc disons, pour vous, jusque-là, on est au début. Donc c'est une première expérience, on sait que ça concerne le 0,3% de dotation. Et les 0,3%, jusque-là, il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Jusqu'alors, à ma connaissance, jusque-là, les 0,3%, il n'y a aucun problème. Parce que, d'abord, ce que j'avais dit, il y a aussi une clé de répartition que le législateur a donnée par rapport à cet argent. C'est-à-dire 90% de cet argent va directement au projet de développement communautaire. Et le 90% de cet argent qu'on donne. Le 10 qui reste, on va prendre 4 qui vont vers le comité local et le comité de suivi, au niveau des nationales de Kinshasa. Et le 6% de cet argent qui reste, ça sera pour le frais de fonctionnement de l'OS. C'est là où on va calculer le salaire des membres de l'UEP, tout ce qu'il y a comme dépenses, leurs paiements, leurs avantages. Et c'est bien structuré. Et chaque OS... Il est difficile de parler de détournement là-bas? Non, il est difficile. Parce qu'en fait, en RDC, on est habitué à ce... Bon, on habille même ça. Au lieu de parler du vol, on parle de détournement. Parce qu'en fait, quand il faut bien étudier les termes, un détournement, c'est un vol. Bon, comme on est spécialiste en utilisant le terme détournement, donc là, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de détournement, parce que lorsque nous respectons toutes les procédures, et même le manuel de procédures qu'on a mis en place, je pense que c'est un peu difficile. Et même dans la gestion de l'OS même, qui est dans les 12 membres, les 12 membres doivent choisir un président de la dotation, un trésorier de la dotation et un secrétaire de la dotation. Ils choisissent seuls. Ils choisissent seuls. Eux-mêmes, ils vont se choisir et puis ils vont élire plutôt et puis ils disent non, voilà, le président c'est tel. Et là, on les choisit en fonction de leurs entités, c'est-à-dire l'État, entreprise
et communautés locales. Et quand ils vont faire une année, ça sera vraiment rotatif. On doit encore permettre, celui qui était président peut devenir trésorier, le trésorier devient, pour que nous puissions peut-être aussi contrôler cet argent et même la sortie des fonds. Et même quand il faut sortir l'argent, on doit avoir 3 signatures. Ok, c'est pas 2 signatures ou une seule? Non, c'est pas normalement 2 signatures, mais c'est 3 signatures qu'on doit avoir pour faire sortir cet argent. Donc ça signifie que jusque-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crainte, tout est ok. À ma connaissance, peut-être qu'il y a des spéculations parce que les gens pensent que beaucoup d'argent, mais il y a déjà un mécanisme de contrôle, et le mécanisme d'accompagnement et de suivi qui est mis en place pour que nous puissions, que les communautés puissent en bénéficier réellement de la gestion de cet argent. Mais pour que les communautés bénéficient de cet argent, alors, on vous entend parler, M. Katumba, en ce qui concerne les 3 leviers. Oui. Donc nous avons la redéfense minière, le cahier de charges et puis la dotation de 0,3%. Ce sont 2 ministères qui sont concernés. Le ministère de Mines, le ministère des Affaires sociales, en ce qui concerne la dotation de 0,3%. Oui. Rien à voir avec le ministère de l'économie? Non, rien à voir avec le parce que le cahier de charges, c'est l'ensemble des engagements entre l'entreprise et les communautés. Ça, c'est l'affaire de l'entreprise et les communautés. Mais l'État a mis un mécanisme de contrôle pour se rassurer que l'entreprise a réellement exécuté ce projet de cahier de charges. La dotation, ce sont ces 3 ministères des tutelles qui gèrent directement cet argent. Ministère de Mines, ministère des Affaires sociales au niveau national. Et cela ne concerne pas que c'est national pour créer maintenant un OS. L'OS crée l'UEP. Et même que lorsqu'il y a des contrôles, on le fait. Même quand on doit exécuter un projet de cahier de charges, cela passe par les procédures de passation de marché public. Ok, oui, donc au moins on est sûr que nous avons le service de passation de marché public. Oui. Ce n'est pas qu'on se réveille le matin, on dit je suis la nièce de tel ministre, je suis le cousin de tel, et voilà je me retrouve. Non, non. Donc on fait l'appel d'offres selon la procédure de passation de marché public. Lorsqu'on fait l'appel, on publie au niveau de l'ARSP. Et il y aura plusieurs contractants qui viendront soumissionner, ils vont faire aussi tout ce qu'il y a comme procédure de passation de marché public, qui sera le meilleur gagnant, comment on va l'octroyer, donner le contrat, comment il va exécuter, et tout se passe sous l'encadrement même des gens de passation. Tout est clair en fait. De passation de marché public. Et la dotation ne peut pas inventer un contrat où le président de l'UEP ou le président de la dotation ne peut pas inventer un contrat parce que tout passe par l'encadrement du service de passation du marché public. Ça peut être de la province de Haut-Katanga ou de là-bas, et là où il y a la dotation qui est donnée. Et même la dot, quand on la donne, on lit toujours la dotation par rapport au permis d'exploitation. C'est pour cela qu'on parle de la dotation, par exemple, dotation MOMI, dotation KCC, dotation Rush Mining, c'est-à-dire que c'est de l'argent que vous avez, qui est venu du chiffre d'affaires de cette même entité pour les communautés impactées par nos opérations. On vous entend parler en tant que spécialiste de ce domaine, c'est lui qui prône en fait le développement. Oui. Tout est clair en ce qui concerne la dotation de 0,3%. Oui, jusqu'alors tout est clair, parce qu'il y a, peut-être, je pense pas qu'il y a des confusions, même quand je suis dans le droit là-bas, j'essaie de voir des entreprises minières qui jusqu'alors exécutent des projets de la dotation. Ce sont des grands projets. Et des grands projets, quand vous descendez dans les communautés, vous voyez ceux qui construisent, vous vous dites, oui, si on avait des gestionnaires comme ça pouvait quand même le faire. Et ça allait quand même, ça valait la peine vraiment d'avoir des gens comme ça pour qu'on essaye de gérer. Il y a des entreprises minières. Vous pouvez peut-être aussi, en tant que journaliste, peut-être aussi chercher, descendre et vérifier et voir. Et vous voyez, même cet argent, la gestion de cet argent, est contrôlée aussi par les ONG. Il y a aussi d'autres ONG qui font des enquêtes, qui vérifient est-ce que cet argent est arrivé aux communautés, est-ce que l'entreprise a réellement donné l'argent. Et ça passe par même l'ITIE, essayer de sensibiliser, donne aussi aux gens la culture de publier. Est-ce que vous avez réellement versé la dotation de 0,3%?
Si vous dites oui, mais ils vont aussi voir vers les communautés ou même vers les OS pour vérifier est-ce que réellement telle entreprise a déjà versé ça. Oui, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Nous avons fait ça, nous avons implémenté tel projet. Donc une sorte de faire une contre-vérification. Ça se passe avec les ONG, ça se passe avec l'État lui-même qui doit venir vérifier et aussi même les communautés qui doivent vous dire, bon, parce qu'il y a des journalistes qui descendent et qui disent, même des enquêteurs, qu'est-ce qu'on a fait dans le cas des zéros dans votre communauté? Non, ici chez nous on n'a rien fait. Et c'est là où s'il y a quelque chose qui est palpable, visible, non, ces bâtiments, ça vient, ou c'est centre de santé dans le cadre de la dotation, ou ça vient dans le cadre du cahier des charges, ou peut-être dans le cadre de la redevance minière avec l'ETD qui a aussi construit quelque chose. Ah, sur la redevance minière, quand vous parlez de ça, il y a à boire et à manger en ce qui concerne la redevance minière. Mais pas pour vous, quand on vérifie au niveau des ETD, il y a à boire et à manger en ce qui concerne la redevance minière. C'est quand même triste de voir qu'au lieu que ça serve à la communauté, il vaut mieux qu'il y ait un développement en ce qui concerne l'argent perçu de la redevance minière, mais c'est plutôt autre chose. Ils sont moins nombreux qui ont quand même utilisé cet argent-là comme il se doit. Mais tout de suite, nous allons quand même prendre une pause, Monsieur Katumba. Une manière de dire concret dans le concret, ça existe toujours, fidèles utilisatrices, fidèles téléspectateurs, ça existe. Notre rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret, vous vous rappelez, il y avait toujours eu 2 volets, et il y a toujours 2 volets en ce qui concerne concret dans le concret. Mais là, nous allons juste prendre concret dans le concret pour disons un seul volet. Aujourd'hui ça sera juste un seul volet. Question de vous mettre le tableau en ce qui concerne comment se comporte le franc congolais, mais aussi la monnaie étrangère, voir $1 aujourd'hui c'est à combien, €1 aujourd'hui c'est à combien. La réalisation peut nous balancer ça et puis on se revoit. Je trouve vraiment que nous avons de la matière en ce qui concerne la dotation des 0,3%. Nous sommes pratiquement en train de chuter déjà pour ce magazine de ce soir. Monsieur Arsène Katumba, qu'est-ce que vous pouvez dire 64 ans après l'économie de notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster l'économie congolaise? Effectivement, en bref, nous avons encore des problèmes 64 ans après avec l'économie. Nous avons des experts. Okay. Nous avons des universitaires. Il y a des professeurs d'université, des grands économistes. Quels sont des professeurs qui ont tué ce pays, qui ont détruit ce pays, semblerait-il? On peut peut-être le mettre ensemble pour qu'ils puissent réfléchir. Semblerait-il que les professeurs ont détruit ce pays. Il y a trop de professeurs qui ont dirigé ce pays. Et aussi, peut-être ajouter un autre aspect qui est un peu de bonne volonté dans la gestion. Un peu de bonne volonté dans la gestion. Bousculer. Et la volonté politique? Oui, c'est ça, cette volonté que nous parlons. Il y a une volonté politique qui aura un impact sur la volonté économique et qui va bousculer tout le monde. Et c'est alors qu'on va voir l'économie stable, et aussi une monnaie stable. Et les gens vont quand même vivre, vous dire, bon voilà, ça valait la peine d'avoir notre propre indépendance. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, fidèles followers, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Vous avez constaté que je commençais par vous dire bonjour au début de l'émission parce que je sais que nous avons toujours ceux-là qui nous suivent pendant la journée et d'autres qui nous suivent le soir. Vous avez compris que c'est vraiment la fin. Nous avons reçu pour vous M. Arsène Katumba qui est au fait expert, consultant, spécialiste
en ce qui concerne l'épargne, mais aussi spécialiste en développement communautaire. Avec lui, nous avons abordé 3 grandes questions. La dédollarisation du franc de l'économie, disais-je, de l'économie. Est-ce que lorsqu'on va dédollariser, il est intéressant de continuer avec l'épargne, mais aussi, nous avons eu le temps d'aborder avec lui la grande question, la dotation des 0,3% en ce qui concerne le secteur minier. Il nous a expliqué, je pense que nous allons y revenir la fois prochaine, en ce qui concerne la dotation des 0,3%, mais aussi vous dire aussi indépendance Tchatcha 64 ans après, l'économie de la RDC pose problème. Il faudrait qu'il y ait un peu de bonne volonté. La volonté politique, elle est importante pour que les choses marchent, pour que les choses aillent de l'avant en RDC. Monsieur Katumba, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.